Ouais. J'avais oublié que VS Code, il te fait ton petit récap des projets ouverts. Ok, c'est tout bon là, tu confirmes que je peux envoyer? Ouais, là c'est bon. C'est parfait. envoyé, et il va falloir que tu zoomes un sacré nombre de fois pour qu'on voit ce qui se passe. Encore un petit cran. Ouais, encore un cran. Encore un cran? Ouais, je sais que c'est un peu traumatisant pour toi, mais crois-moi, on a un bout Pas de d'écran. soucis. Là, on est bon. Pas de soucis, pas de soucis. Hop. Moi je propose qu'on le fasse en 2 fois. Qu'on le fasse. Non, on peut même le faire en une seule fois. Et on va utiliser justement ce que Worty avait dit juste avant, c'est à quel point est-ce qu'une IA ça peut aider. Je pense que ça peut être une bonne idée. T'en penses quoi, Patrick? Ouais, c'est bien. Ouais. On fait une petite fonction Pense sur ça. rapide, hop, et on voit ce que ça donne en demandant à une IA de générer un petit harness. Et on Ouais. explique après la génération ce que ça a donné, etc. Carrément. Étape 1 d'intro au fuzzing, voilà comment est-ce qu'une IA peut Faut vous faire aider. l'équivalent de ce qu'on va faire. Non, alors. On va utiliser. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On peut utiliser Copilot, I Leap. guess. Oui, mais comme fuzzer, on va utiliser Leap Fuzzer. Je vais juste envoyer le lien rapidement sur le chat. Fais la partie contenu. Nous, on balance les liens, mais. Ok, ça marche. La fonction, tu veux faire quoi, une fonction Fuzzing Labs Ouais, on va faire une petite fonction Fuzzing Labs. On va juste faire un main qui prend je sais pas, un int size et un argv. On peut l'appeler argc pour pas traumatiser pardon, les gens. Ce qu'on va faire, c'est que on va vérifier si voilà déjà. Vous parliez de Leap Fuzzer, de LLVM. Exactement. Good. Ouais, il est devenu légèrement deprecated depuis pas longtemps, mais en fait il est toujours utilisé énormément. C'est un peu la référence. Okay. Mais en vrai, c'est pas le meilleur. Mais bon, c'est quand même la référence. Donc il faut quand même respecter les ancêtres. Paye respect. On paye respect à... Copilote, il veut me pré-mâcher le travail. Attends, mais Copilote, il veut te faire des trucs encore plus dégueulasses que ce qu'on code nous en temps normal, quoi. Wow. Ouais, on va éviter. Il est... Du coup, ce qu'on va vouloir faire, c'est retrouver... find... Peut-être tu regardes l'autocomplétion de haut en bas, mais c'est mes crêtes, ça, putain. Non? De quoi? Non, t'inquiète. Okay. C'est juste que tu regardes le truc inventé que Copilote te génère et tu bugs un moment, mais c'est... secours. Donc déjà, si la taille de notre user input elle est différente de Fuzzing Labs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 avec l'anti-slash 0. Pour les gens qui font pas de... Comment ça, 12 avec l'anti-slash 0, il te compte le 0 dans le len du string? Ah, esterlen Ah non, esterlen non, effectivement. Ok. Ouais, ça va, je suis rouillé, mais j'ai fait effectivement. dry, penser à toi, on s'est remis au pawn, ça y est, c'est fait. L'étape est faite. On peut include string, histoire de... Hop. Starlet c'est pas dans string, si. Tac. Donc si l'input de l'utilisateur est pas de 11 caractères, bah, on va éviter de l'utiliser. Et ensuite ce qu'on va faire c'est que on va mettre un int i juste pour indexer, on va faire tant que i est inférieur à 11. Et ce qu'on va faire c'est, histoire d'avoir un bon coverage et que ça nous donne un bon exemple, on va faire user de i. Quoique, ouais, on peut faire comme ça. Et ensuite, on met du coup caractère par caractère. Ça, en fait, c'est un exemple hyper classique quand on fait du fuzzing et notamment pour montrer l'intérêt du coverage guided fuzzing. Parce que là, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être des if imbriqués. Donc, d'un point de vue code, basic block, etc., si vous avez la représentation,
ça va être vraiment un énorme if imbriqué, etc. Donc, beaucoup de basic blocks. Exactement, un gros escalier. Escalier avec boucle de retour. Exactement, avec boucle de retour à chaque fois. Donc l'avantage de ça, c'est que forcément, si jamais vous vouliez juste brute forcer ce type de code, vous allez jamais trouver le bug. Parce que techniquement, vous devez générer la séquence de string correcte qui est Fuzzing Labs pour aller atteindre je sais pas qu'est-ce que tu veux mettre comme bug à la fin, Nabi, mais un nul pointeur des refs, un truc du genre. Donc vous n'allez jamais arriver à le trouver en mode ou un out of length, tu veux faire quoi? Un out of bound. Donc en temps normal, vous n'allez jamais réussir à le trouver. Par contre, avec du fuzzing, avec surtout du coverage guided fuzzing, ce qui va se passer, c'est que au début, il va galérer, il va générer une string aléatoire, et peut-être qu'au bout d'un moment, il va trouver que la bonne taille, c'est 11, parce que il va réussir à bypasser le premier if. Et après, il va, à un moment donné, faire de la mutation, trouver que le premier caractère, en fait, c'est F. Puis après, vu qu'il aura déterminé grâce au coverage que ce caractère-là permet quand j'ai cet input-là avec un F en premier, j'ai été plus loin, en fait, il va réutiliser cet input parce que c'est un input qu'il aura considéré comme intéressant. Et avec du bol, il va trouver le U, et après le Z, et après le Z, etc. Donc ça, c'est le concept de base. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est un bon moyen. Nous, c'est un exemple qu'on utilise très souvent, parce que c'est un bon moyen d'avoir la confirmation que le coverage guided fuzzing marche correctement, quoi. Si on n'est pas censé trouver ce truc-là en moins de 10 minutes, c'est qu'il y a un problème avec le fuzzer. Et encore 10 minutes, c'est la même strat qu'on essayait pour regarder la différence entre exécution symbolique et concolique. Et genre, est-ce que tu exploses d'un coup en nombre de chemins parce que tu fais x2, 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 tu as plein de ifs imbriqués, soit tu débrouilles pour avoir de la valeur concrète utilisée à certains endroits pour augmenter le coverage, puis repasser en symbolique arrière. Ouais, complètement. Bref. Parmi les techniques avancées de fuzzing, tu l'as dit, exécution congolique, typiquement c'est un mix de fuzzing et d'exécution symbolique. Et donc l'idée, c'est on va avoir une trace d'exécution grâce au fuzzing, une trace concrète d'exécution avec le fuzzing, et après on rajoute la partie symbolique par-dessus pour aller choper, à un moment donné, je suis allé dans un basic block et j'ai choisi d'aller dans ce chemin-là, mais en fait, j'ai jamais été de ce côté-là, dans le basic block. Allez, vas-y, on y va. Est-ce que je peux trouver de manière pure mathématique détricoter tout ça. Ouais, détricoter et comment aller dans l'autre branche. Donc ça marche très très bien. C'est une chier à mettre en place, pour être honnête. Heureusement, on a des très bons tools qui existent et des très bons tools développés par la communauté française aussi. Donc ça, c'est très très cool. Mais ça demande un peu de pratique. Trop, mais c'est rigolo à utiliser. Mais je pense qu'on fera un épisode un jour sur Anger, Triton, Manticore et compagnie. Mais chaque chose en son temps, déjà, un peu de fuzz, un peu de pawn. Faudrait que tu invites en vrai. Après, sur Triton, faudrait que tu invites Jonathan Salwan. Carrément. Ça, il y a quand même pas mieux que Jonathan pour te parler de Triton. Okay. Après, sur. Je note. Ouais, Jonathan Salwan, qui est plus chez Quarksab maintenant, mais c'est pas à moi de dérouler maintenant. Tu devrais inviter Robin de Quarksab. Pour te parler de l'exécution congolique, il est quand même bien. Robin. Ok. Robin David. Il est team lead. Ça balance les noms, Quarksab. Super. C'est noté, ce sera contacté, je pense. Carrément, tu me dis. Reste à voir quand ça se fait, mais. Hook me, bro. Tu me dis, je te fais une intro. Petite lettre de recommandation, tout ça. Allez, vas-y. T'as un CV, non? T'es en recherche d'emploi, non? Tu cherches une alternance par hasard? Écoutez, c'est vrai que si je peux travailler sur mes propres sujets en venant chez vous, je suis convaincu.
Bon, vas-y, Euh, qu'est-ce qu'il du dit coup- ce programme-là? Du coup, le programme est assez simple. Donc, il prend en input une string, bam bam, on vérifie si la laine est bonne. Comme ça, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va itérer sur du coup, un bel escalier de. Hop, on enlève ça. Un bel escalier de if pour vérifier est-ce que la string rentrée par l'utilisateur c'est Fuzzing Labs ou pas. Donc, on peut tester. Si on balance Fuzzing Labs, ça marche pas. Par contre, il fallait que je recompile. Donc si on balance Fuzzing Lab, il va nous dire que l'input size est pas bonne. Si on lui balance Fuzzing Labs avec un Z, bah, il trouve pas. Et dans ce cas-là, on peut mettre juste un printf ici. No Fuzzing Labs string found. On recompile juste rapidement. Bam. Du coup, oui, il trouve pas la string Fuzzing Labs. Du coup, si on lui fait le Fuzzing Labs avec un S, bam, on a le abort qui est trigger. Donc jusque-là, on va dire que c'est... Il n'y a pas grand chose de compliqué. Donc ce qu'on va faire, on a cette petite fonction main. On peut lui demander simplement à Copilot de nous la transformer en Fuzzing Hardness. Ou sinon on le fait à la main. Vous préférez quoi? Depends. Est-ce que, de toute façon, si tu fais sensiblement la même chose qu'une IA pour la partie Fuzzing Harness de base, on peut lui demander d'en générer un, gain de temps. Si tu penses que tu as une approche qui est différente pour le cas d'école que ce qu'il ferait, c'est sympa. Ou sinon, on le laisse faire, mais tu critiques. Genre, tiens, ça qui est fait, c'est bien, ça c'est. Pas une mauvaise idée. De toute façon, c'est notre seule défense contre l'IA qui fait le taf mieux que nous, hein, c'est d'y regarder un esprit critique. Exactement. Ne nous remplacez pas tout de suite. Précise-lui que c'est pour LeapFuzzer. Give me the harness. Donc les harness sont spécifiques aux différentes libs de fuzzing. Bon, ça fonce des portes ouvertes, mais... Pas force. Enfin, oui et non. Sous-entendu, tu as certains fuzzers qui vont vouloir un nom de fonction de harness bien particulier. C'est le cas de LeapFuzzer. Ouais. LeapFuzzer, il veut que le nom de la fonction, ça s'appelle qu'elle ait un nom bien spécifique, c'est LLVM Fuzzer Test One Input. Okay. Donc c'est standard. Donc il veut que ça ressemble à ça et il veut que c'est aussi un prototype bien particulier. Donc là on va le voir juste après. Il a un peu cassé. Il a pété une case sur ça. Dead. Je vais lui refiler. Tu réponds juste please fix. Please fix. Voilà, c'est mieux. Voilà. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous donne quelques petites steps. Ensuite, il nous dit vous créez le fichier. Dedans, ce qu'il a fait, c'est que il a déplacé du coup le contenu de notre main dans test function. On voit bien qu'il vérifie toujours s'il y a Fuzzing Labs. On a notre abort. Ok. Qu'est-ce qu'il fait ici du coup? Il vérifie si l'arc-C est inférieur à 11. Ah ok, parce qu'il prend un seul input. Il prend un... Donc c'est pas l'arc-C, c'est vraiment la size de l'input que LeapFuzzer va lui donner. Donc LeapFuzzer va générer une data aléatoire qui va filer du coup à la fonction dont Patrick a parlé juste avant, donc LLM Fuzzer Test One Input. Donc il va se binder à cette fonction pour pouvoir justement l'appeler depuis le fuzzer. Il va vérifier si la taille est inférieure à 11. Dans ce cas-là, c'est pas la peine de continuer parce que Fuzzing Labs, c'est. Bah non. Oui, non, Fuzzing Labs, c'est 11 caractères, effectivement. Ensuite, il va faire un malloc. Pourquoi il nous fait tout ça? Alors que. Oui, c'est vrai que pour caster en carré étoile. Ok. Pour caster en carré étoile. Ok. Ensuite, il va appeler test function input et il va free. C'est rigolo, c'est-à-dire qu'il se fait passer de la donnée, mais il remalloc avant de la passer au programme pour que genre, le programme puisse la manipuler comme ils veulent. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a un peu fait de la merde en mettant ici que c'est un const carré étoile, alors qu'au final, en vrai, il aurait pu juste passer son arrêt son pointeur de int 8 et par la suite juste le manipuler. En général, ça aurait marché. Ok, ensuite il nous donne du coup les petites steps pour le lancer. Donc on voit qu'il utilise Clang parce que du coup LeapFuzzer c'est dans LLVM. Il utilise fsanitize Fuzzer donc pour mettre LeapFuzzer.
Et ensuite, classique, le nom de l'output et le fichier qu'on va compiler, et il lance le harness. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'il ne nous met pas address sanitizer avec. Donc, ça t'aurait fait tomber dans le premier pitfall, donc vous avez dit attention, faut bien penser à. Exactement. Sympathique. Exactement. Donc là, ça donne à Worthy du coup un exemple de c'est cool, mais tu peux pas juste faire de l'automatisation de génération de harness et lui dire tiens, démerde-toi quoi. Alors, il y a un peu plus de taf, mais je me demande si la question c'était pour demander de faire un harness, parce qu'on a tous modifié du code avec de l'IA, ou plutôt vraiment demander à l'IA de faire partie du fuzzing engine, vraiment dans le corps, quoi, de contribuer à générer les corpus, à faire des modifications, à analyser les crashs peut-être même. Je pense que la question elle allait plus loin, mais on pourra passer des heures juste ça. Donc. Ouais, c'est vrai. Ouais, pour les deux, ça marche. Je pense que il t'a généré ça, il t'a pas mis le address sanitizer parce qu'il a analysé le bug, il a vu qu'il y avait un abort et que le abort dans tous les cas il va crasher sans sanitizer. Si jamais tu lui avais mis un null pointer des refs ou un user star free, il l'aurait peut-être pas interprété comme ça. Donc je sais pas, des fois il se biaise automatiquement par rapport au code. Ah, il faut que j'inclue... Types.h Ouais, c'est type.h, ouais. Ouais, c'est là. Alors. Soit lui mettre un autre type, soit... Mais c'est ouf, tu fais pas un contrôle A, contrôle shift P, copilot fixe, un truc comme ça, contrôle shift P. Après, coup de fixe, hop. Bah, oui, voilà. Okay. Non, toujours pas. Effectivement. Hop, quick fix using copilot. Ok, c'était stdin.h, parfait. Cool. Ok, du coup on va lancer notre petit fuzz harness. On a les petits printf dégueulasses. Et ça c'est un des problèmes du coup de LibFuzzer, on en vient. Il y a des pour et on peut benchmarker autant qu'on veut les fuzzers. Dans tous les cas ça ne marche pas parce que c'est pas quelque chose qui est comment on dit déjà? C'est juste en dehors de... C'est pas dans les cas d'usage? C'est pas adéquat pour ce genre de recherche? Exactement. Et c'est pas... Mince, j'ai oublié le mot. Quelque chose qu'on peut reproduire exactement. Déterministe, merci. On va avoir des fuzzers qui vont pas forcément prendre de seed en entrée, parce qu'ils vont faire, imaginons, du multithread. Donc faire de la seed en multithread, des fois, c'est pas très évident. Donc il y a ça. Donc c'est compliqué de benchmarker les fuzzers. En général, c'est au cas d'usage. T'as besoin d'un truc rapide, t'as besoin d'un truc multithreadé parce que effectivement les opérations à l'intérieur de ta fonction elles prennent du temps, du coup tu veux paralléliser, etc. Donc oui. Hop. Ok. Bon, là ça a été rapide parce que c'est un petit bout de code qui vérifie juste une string. On va expliquer rapidement l'output de LibFuzzer. Tu veux que je m'en occupe? Vas-y. En gros, ce qui se passe, là, vous pouvez le voir au début dans info seed, deuxième ligne. En gros, il va prendre un seed aléatoire. Donc, une des raisons pour lesquelles on n'utilise pas trop LibFuzzer, c'est parce que si tu veux du multithreadé, ça va vite être dégueulasse. Et en fait, il va te générer un seed par thread. Et ils vont pas trop se partager les infos entre eux, etc. C'est pas le plus optimisé pour du multithreadé. LibFuzzer, c'est vraiment bien, justement. Nous, on conseille, si jamais tu veux le mettre dans ta CI, à ce moment-là, c'est intéressant. Typiquement pour du replay de corpus, tout ça, ça marche bien. Mais, donc, quick and dirty, efficace, rapide, mais pas pour du distribué, pas pour du long terme, pas pour des campagnes de fuzzing plus intenses. Ouais, c'est ça. Okay. Même si c'est toujours du trade-off. Ce que j'ai envie de dire, c'est sur des targets très complexes, il vaut mieux faire tourner 3-4 fuzzers différents parce qu'en fait, justement, leurs algos de mutation vont pas être les mêmes. Et idéalement, si tu veux vraiment leverage, tu fais tourner, LibFuzzer pendant 2 heures. Puis après, tu prends le corpus qu'il a généré
et tu vas le filer à Hongfuzz pendant 2 heures, et tu vas prendre le corpus et tu vas le filer après à AFL pendant 2 heures, etc. etc. Et là, dans ce cas-là, le faiseur. Ouais, c'est ça. Et tu leverages vraiment sur ça, sur le fait qu'ils ont des mutations différentes, sur le fait qu'ils évaluent le coverage de manière différente aussi. Donc c'est assez intéressant. Donc là, on a le seed. Ce qu'on peut voir après, c'est que donc on a info, il n'y a pas de corpus qui a été fourni, donc il va démarrer d'un corpus vide. Ça, bien sûr, c'est pas du tout le plus optimisé. Un des premiers conseils que nous on donne quand on fait genre les trainings et tout ça, notamment sur du fuzzing, c'est en fait, il y a quand même peu de chances que vous sachiez pas du tout c'est quoi le type d'entrée de la cible que vous allez fuzzer, quoi. Donc ça vaut quand même le coup de prendre 5 minutes pour aller choper du corpus du type de fichier spécifique que vous allez avoir besoin, ou d'aller chercher, je sais pas si c'est une string, de prendre 5 minutes pour aller lire les tests unitaires dans du code ou sur des programmes similaires, aller copier-coller, genre ah bah tiens, le hello world de tel truc ça ressemble à ça, ou tu vois, il y a pas un monde où vous n'êtes pas capable de fournir 3-4 inputs intéressants en entrée d'un corpus, quoi. Démarrer avec un corpus vide, c'est vraiment être une sale feignasse, quoi. C'est ça, vraiment prenez le temps, hein, même que ce soit donc là pour du Pound, que ce soit aussi pour du web, pour du brute force de crête ou n'importe quoi, faire des word lists sur mesure, regarder les pratiques des développeurs, forcer à transformer word list en camel case, en snake case, en n'importe quoi, mais il faut vraiment adapter les inputs, ce que vous générez, à la cible, sinon il y a vraiment une perte ouais, en fait, d'utilité. Tant qu'à faire le taf, autant en avoir le maximum d'utilité in fine, quoi. Donc. Ouais. Bah, la plupart du temps, les gens prennent pas en compte le fait que oui, tu payes l'électricité, tu payes ton CPU, tu dis bon, il tourne, vas-y, c'est gratos. Mais la vérité, c'est que c'est quand même con de le faire tourner 2 heures. Nous, on a fait des benchmarks comme ça. Hein. Il y a certains trucs où littéralement le faiseur, au bout de 2 heures, a chauffé la pièce. Il est arrivé à tant de coverage. Moi, en 2 minutes, j'ai chopé un corpus existant du truc. J'avais un meilleur coverage que lui et il a tourné 5 minutes. Donc, en fait, des fois, il faut juste... En vrai, tu dépenses 2 €, tu fais un coup de BigQuery pour sortir tous les file types et arriver à carver des échantillons sur un Git énorme, un ensemble de Git énorme, et les 2 € le mieux dépensés de ta vie. Mais sauf si c'était une glace. Une glace, c'est bien. Juste à titre d'exemple, si c'est un format spécifique, un MP3, un PDF, c'est les exemples assez basiques que Patrick utilise souvent. En fait, le faiseur, il va quand même prendre du temps à aller générer un truc correct qui va justement passer la première step du parseur, qui est est-ce que les headers sont bons dans le fichier, etc. Des fois, ça peut être une bonne idée aussi de partir from scratch pour aller taper vraiment les débuts de parseur. Mais après, avec la mutation qui va se faire sur le corpus que tu vas lui fournir, forcément, tu vas retrouver les mêmes bugs et tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin par la suite, parce que le format, le X format que normalement t'es censé fuzzer, bah, il est déjà présent dans ton corpus, donc ton faiseur il va pas être obligé de le rebuild à zéro, quoi. Donc tu facilites un peu plus la tâche à ton mutator aussi, qui peut s'y retrouver un peu plus. Ah, t'es encore mute. Indeed, my bad, bien joué. Kitersos qui demande, le faiseur arrive-t-il à déterminer le format d'un champ en fonction des erreurs générées? Dans une certaine mesure avec le coverage, mais avec les erreurs, peut-être pas forcément. Ouais, mais qui ne mange pas l'output pour ajouter à sa word list. Ouais, c'est ça. Il va pas comprendre l'erreur. Par contre... il va choper le coverage. Ouais, c'est ça, il va choper le coverage. Donc si en plus il va dans des erreurs où il a jamais été avant, ouais, là, il va considérer que l'input est intéressant. De toute façon, dans tous les cas, il va considérer que l'input est intéressant parce qu'il est arrivé plus tard à cet endroit-là. Après, c'est toujours pareil. Le coverage, ça dépend vraiment comment il est évalué. S'il est évalué par rapport au bloc et par rapport au edge, ça veut vraiment dire qu'il a fait un chemin. Et donc là, il peut considérer que ce chemin-là est unique, comme il pourrait très bien juste prendre les block numbers. Et là, dans ce cas-là, si tu fais une loop, bah, en fait, tu peux looper 3 fois sur 5, toujours les 5 mêmes block numbers. Et en fait, que tu aies loopé 5 fois sur les mêmes block numbers ou que tu aies loopé qu'une seule fois, bah, pour lui, c'est la même chose. Donc, c'est toujours un peu la... Ah oui, il y a coverage, mais pas coverage plus profondeur. Nombre de passages, ni or, ni graph. Non, mais il peut y avoir.
Ce serait infernal. Mais ça dépend en fait. Ça dépend. Mais la plupart du temps, t'as pas, ouais. Bah, pareil pour la récursivité, et pas que pour la récursivité aussi, c'est galère. Ouais. Parce que si la fonction elle s'appelle elle-même à chaque fois, le coverage il va pas bouger quoi. Donc pour continuer là-dessus, ce qu'on peut voir dès le début, donc il n'y a pas de corpus. Là, il commence à lancer le truc. Là, quand il y a des new cov, ça veut dire qu'il a atteint justement un nouveau coverage. Quand on regarde tout à droite, on voit shuffle byte, change bit, insert repeat byte. Donc ça, en fait, c'est quelle technique de mutation il a utilisé dessus. Donc là, on peut voir qu'il a shuffle des bytes, donc il les a mélangés. Il a fait un change bit, donc il a changé un bit, et après, il a inséré des bytes de manière répétée dedans. Et ça lui a permis d'atteindre un nouveau coverage. Après, on peut voir shuffle byte, compare des, et après il a injecté des trucs, etc., copy part. Bref, ça c'est les algos de mutation. Donc on a des new. Après on a un reduce. Donc là c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il a atteint, donc il a eu un new coverage 11. Et donc il a eu un truc, et après il a essayé de le reduce. Donc en fait il avait un input qui faisait une certaine taille et qui avait une certaine valeur, et en fait il a essayé de réduire le contenu de ce truc là, de cet input, pour peut-être trouver un input un peu plus petit qui permettait d'atteindre le même coverage. Puis après il a continué, new, hop, coverage 16, et après on a un leap fuzzer deadly signal. Donc là on a un crash, leap fuzzer il catch ce crash là, il affiche la stack trace, et donc là ce qu'on peut voir c'est qu'on a, là on a tous les symboles, parce que Nabi t'as compilé avec les symboles de base, ou il a dû le compiler avec les symboles. Il y avait un tiret G, je confirme. Ouais. Donc là le dièse 7, on voit qu'il y a un abort. Donc là, il a bien trigger le abort. Et donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que ça a craché le fuzzer. Donc ça, c'est une des particularités de Leap Fuzzer. Par défaut, Leap Fuzzer va cracher le fuzzer. Là, ce qui est rigolo, vous pouvez voir Fuzzing Labs, null byte 0.13, null 13, etc. Donc de toute évidence, c'est quoi? C'est 0x0, 0xb. Mais de toute évidence, il n'a pas dû respecter, j'ai même pas fait gaffe, ton fuzzing harness ou dans ton code, si jamais il faisait pas la bonne taille, c'était strict ou, on montre un peu le malloc, à quel moment il le copie dedans. Alors, on a le format à cet endroit là. Alors malloc de size plus 1 pour le string, oui, input, if no input, machin, et data. Ouais. Et size. Attends. C'est la même copie? Remontre à l'instant. Non, ça devrait être good. Non, mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, LLVM, Leap Fuzzer, lui, il a généré un truc qui était plus grand que la taille. Mais comme de toute manière, donc tu vois, il fait un if size inférieur à 11, mais pas supérieur, ou pas strictement égal. Donc en fait, il a généré un taille plus que 11. Mais sauf qu'après, comme il y a le malloc, etc., et qu'après ça va dans la fonction, en fait, tu as juste pris un subset. Donc en fait, on aurait pu encore avoir de la merde après le null byte 0xb, etc. Tu vois, on aurait pu avoir plus de trucs, que ça aurait pas changé grand-chose, parce que c'est que les premiers bytes. On a un autre truc rigolo, on a un autre bug. Le truc, c'est on a un strlen, et du coup, strlen, ça s'arrête au premier anti/0. Donc en fait, il va s'arrêter là. Donc, mais redescend plus bas. On a quand même un truc bizarre. Genre, on a quand même la size qui est utilisée pour faire la même copie, mais du coup, il met data dans input. Input, on ne sait pas à quoi il a été initialisé, donc peut-être qu'on a déjà un byte qui va être écrit à la fin d'input qui va pas avoir de sentinelle. Alors, vu qu'on met size et pas size plus 1 dans la même copie, on va copier tout le string, mais pas la sentinelle de fin. Donc, suivant comment input a été initialisé, on peut déjà avoir un dépassement au prochain call de string qui va leaker de la mémoire, je pense. C'est vrai. Alors ça, tu le détecterais pas. Faites confiance à l'IA. C'est vrai. Ça, tu le détecterais pas avec Address Sanitizer. Mais par contre, tu vas parce que Address Sanitizer, il est là plus pour regarder les allocations et manipulations mémoire. Là, dans ton cas,
On est -1 et pas +1. Donc, ouais. Donc en fait, c'est plus Msan qui le trouverait, ça, normalement. Mais en vrai, test fonction, il va bien faire un strlen ou un truc comme ça. Il va se rendre compte qu'il va dépasser de la taille qui avait été initiale. Après vu que c'est du random dans le malloc, si t'as un anti-slash 0 comme par hasard au bon endroit, bah en fait... Une chance sur 255, vu le nombre de runs à la seconde, il n'y a aucune chance que ce soit non trouvé. Ouais. Je sais pas. Donc, je sais pas. Mais bonne remarque, très bonne remarque, ouais. Ok, du coup, Patrick s'était arrêté sur un point qui était Leapfuzzer s'arrête justement au premier crash. Et encore une fois, ça c'est à l'utilisation. Est-ce que tu veux justement que ton fuzzer il tourne jusqu'à trouver le premier bug et s'arrête, ou tu veux que ton fuzzer il tourne jusqu'à trouver X nombre de bugs. Leapfuzzer par exemple, c'est un bon cas d'usage, enfin c'est un bon outil à utiliser dans le cadre d'une CI/CD. Comme ça, une fois qu'il fait le tour ou qu'il crash, bah en fait il va laisser la place à d'autres process pour continuer. Et si je ne dis pas de bêtises, je pense même qu'au bout d'un moment, quand il ne trouve plus rien, pendant un long moment, il s'arrête tout seul. Il se termine. Ouais, si je dis pas de bêtises. Plus ou moins. Non, nous c'est surtout parce qu'on lui mettait un nombre maximum de runs. Aussi, on peut. Par défaut, il tourne à l'infini, mais nous on lui mettait toujours un maximum de runs. Notamment si tu le mets dans ta CI, alors astuce, vous pouvez faire du fuzzing par GitHub pour vous, en faisant tourner des fuzzers dans la CI, même des fuzzers d'autres trucs. Mais bon, au bout d'un moment, GitHub il va vous dire que vous abusez un peu de pomper tout le CPU. Donc, Research Purpose, Educational, tout ça. Ouais, c'est ça. Donc, vous pouvez faire tourner des fuzzers, etc. Genre des 10 000 ou 100 000 ou 1 million d'execs par-ci par-là de temps en temps. Mais au bout d'un moment, il va câbler. Donc ouais, Leapfuzzer pour le coup s'arrête. Comme on l'a dit, pareil, il y a AFL qui est pas mal utilisé aussi. Franchement, si vous voulez utiliser AFL, utilisez AFL++, tant qu'à faire, qui est la version sous stéroïde de AFL, parce que AFL est quand même dépréciated un petit peu, légèrement, beaucoup. Donc AFL++ est à privilégier. Et alors moi, je suis pas un gros fan de AFL parce qu'il vous donne plein d'infos que vous avez rien à faire, clairement. Tu mets AFL et AFL++ au même niveau quand tu dis j'en suis pas fan pour ces raisons-là, ou c'est particulièrement celui-là? AFL++ c'est un peu mieux, mais j'en suis quand même pas fan parce que si tu veux faire du multithreading, c'est autant une merde que Leapfuzzer. Faut que tu setup manuellement. Quand tu dis que les mecs quand tu fais du multithreading avec AFL, tu as des mecs qui ont des scripts pour instancier automatiquement des instances d'AFL et un master AFL, etc. Donc à partir du moment où tu te dis, pour utiliser un outil, j'ai besoin d'avoir un script, il y a une couille quelque part. Donc pour moi, c'est pas forcément tous les trucs à base de je veux dire master slave, non, à base de serveur client. Ok, serveur client à la limite, mais là c'est littéralement serveur et multi-client. C'est du décentralisé, il faut bien provisionner les nœuds, faut bien. Il manque quand même chart, compte fuzz à la rigueur. Ouais, là c'est un peu trop. C'est un peu trop. Moi je trouve c'est beaucoup de complexité pour pas grand chose. Et la preuve, t'as d'autres fuzzers qui sont arrivés après. Moi, nous, qu'on aime beaucoup, nous, c'est OnkFuzz. Et OnkFuzz, vous allez voir. Vas-y, lance-le, Nabi. OnkFuzz, tu vas littéralement avoir une UI sympa. Automatiquement, tu as la moitié de tes corps qui sont utilisés pour le fuzzing. Il est compatible avec les fuzzing harness Leapfuzzer. Là, le LLVM Test One Input, il le comprend. Et donc là, ce qu'on peut voir, putain merde. Attends, je remets. C'est beau de la compact, même sur des fuzzers. Et donc là, voilà. Donc là, ce qu'on peut voir avec OnkFuzz, on a le nombre d'itérations. Donc c'est assez lent parce que ton truc il time out. Je sais pas pourquoi. Mais... Parce qu'il est mal compilé. Je l'avais compilé pour Leapfuzzer. C'est pour ça. Ah d'accord, oui, tu l'as compilé avec Leapfuzzer et tu l'as pas recompilé avec. Non, je l'ai pas encore recompilé justement. C'est pour ça que je l'avais kill.
D'accord. And yet it works. Ouais, il le trouve quand même, ouais. Boiteux, mais fonctionnel. Un crash. Et ce qui est intéressant dans la UI, là, vous pouvez voir, tout en haut, il y a depuis combien de temps il fuzz, là, le 34 secondes, le 35, etc. Le nombre d'itérations, la target, le nombre de threads. Donc là, on a 8 threads sur 16. On a l'exec speed et on a en average. Donc là, on a de temps en temps des 33 exec speed, etc. Bon, c'est un peu dégueulasse, Nabil il va recompiler après. Et on a l'average. Et après, on a le nombre de crash, combien d'entre eux sont uniques, on a combien il y a eu de timeout, donc là beaucoup parce que il y a pas avec la cible, le corpus, la taille maximum en bytes d'un corpus, donc ça c'est hyper intéressant aussi, parce qu'il y a plein de bugs que ça se trouve vous ne trouverez pas parce que vous limitez la size des inputs. Le nombre de fichiers init, donc là c'est parce qu'il a utilisé Nabil l'a relancé, donc il avait déjà généré des inputs. Coverage update, c'est depuis quand on a trouvé un coverage, c'était quand la dernière fois. Donc ça c'est assez intéressant pour graphiquement là comme ça, vous pouvez dire mon fuzzer il tourne depuis 1 minute 35 et la dernière fois que j'ai trouvé un fichier intéressant c'était il y a 1 minute 33. Et donc là tu dis en fait mon fuzzer là il tourne pour rien, c'est un peu dommage, il a du mal à trouver un nouveau coverage. Donc là, c'est le moment où vous vous dites, bon, je vais peut-être l'aider un peu, quoi. Et après, on a le coverage, combien de edge on a atteint sur combien de edge au total. Donc là, Nabil l'a relancé, là, on est quand même vachement mieux. Je sais pas si vous avez vu un peu l'average, mais voilà. Là, il n'y avait pas de problème sur la target. Et on était à... vas-y, relance-le. On était à 200 000 exec. Comment ça 120 crash et 1 unique, alors que l'autre, on avait 8 crash et 0 unique. Il n'avait pas encore fait le tri. Non, il était instable. En fait, ici, c'est parce que c'est... Alors, je l'avais lancé une première fois et je l'ai kill. Patrick, faut vraiment que tu te mutes. J'ai vraiment un écho, ça va être un enfer en post-prod, même quand Raveco parle. Merci, désolé. Pas de soucis. Alors, je vais du coup réexpliquer. En fait, là, on avait un unique 0, c'est parce que juste avant, je l'avais lancé... Ah bah, j'ai plus les logs. Mais juste avant, je l'ai lancé et je l'ai kill. Et en fait, il n'était pas compilé... Pardon, il n'était pas compilé correctement pour l'utiliser avec mon fuzz. Donc là, je l'avais laissé tourner juste pour que Patrick puisse expliquer un peu la UI la CLI de Honkfuzz. Mais du coup, là, on a un meilleur exemple qui est du coup le fuzzer qui tourne. Du coup, on a 121 crash et un unique. C'est parce que il va réutiliser le crash l'input de crash qu'il a trouvé et il va le réutiliser et continuer de faire de la mutation dessus. Parce que pour lui, c'est un input qui a été intéressant, donc il l'a ajouté sur son corpus, etc. Ça doit être quelque part dans un de ses fichiers ici. Ce qui s'est passé, c'est quand après il a eu d'autres crashs, il les a minimisés. Donc tu vois, par exemple, s'il y a un Fuzzing Labs avec écrit 1, 2, 3, 4, 5 après, il l'a minimisé, il a vu qu'au final c'était que les premiers bytes qui étaient intéressants. Et donc si après il refait, il régénère un crash et où c'est Fuzzing Labs 8, et ben en fait il va minimiser cet input là, il va virer les 8, il va voir que c'est exactement le même coverage et le même crash que celui d'avant, donc il n'est pas unique et donc il l'a déjà trigger, donc il peut dropper celui-là. Hop, je vais en profiter du coup pour relancer le fuzzer et comme ça on peut le voir. Du coup on a bien le coverage qui s'incrémente et bam, une fois qu'il le trouve, il va s'arrêter. Le coverage va pas évoluer vu le peu de code qu'on a, donc c'est pas très intéressant. Il n'y a aucune chance qu'il nous trouve la fuite mémoire, parce que ce serait pas vraiment un crash, mais il pourrait dumper le string. Non, Non, il n'y a pas les détecteurs pour qu'il le trouve. Ok. Qui seront justement ajoutés par Hassan ou même pas? Non, c'est quoi l'alternative? Hassan, il va pas détecter ça, ça va être Msan qui va le détecter ça normalement. Et on peut justifier le 17 sur 19, c'est parce qu'en fait dans la test function on va abort ici et en fait du coup on va avoir ce bout de code là qui va jamais être touché. Voilà, petite précision comme ça, au moins ça donne une idée du pourquoi, du comment. Elle faisait pas un return Mais normalement il est censé les toucher sur des avant, parce que du coup il y a des inputs qui vont aller jusqu'ici. Ça remonte juste la fin de test function, ce qui fait ses tests, mais si on rentre pas dedans,
Il y a quand même un cas où il fait la bonne taille mais pas le bon... Non, ça devrait... Exactement. Ça Donc, devrait aller normalement, reach. il devrait y être. C'est pour ça que dans ce cas-là, c'est intéressant aussi de réutiliser le coverage pour générer du coup un HTML qui te teinte du coup tout ton code pour voir où est-ce qu'il est rentré, où est-ce qu'il est pas rentré. Ouais, j'allais dire comment est-ce qu'on visualise un peu pour voir quels sont les edges ou les bouts qui sont pas couverts. Est-ce qu'il y a des outils qui sont sympas pour la visu? Il y a des outils, donc on a LCOV ou GCOV qui permettent de faire ça, et en fait il va juste reprendre du coup le binaire, il va réexécuter toutes les entrées de ton corpus, et lui il va s'occuper du coup de faire le tenting, on dit. Bah en fait il va regarder, il va exécuter chacun de tes inputs vers la target. En exécutant la target, il récupère les symboles. Et à sur le partir de diff entre ça, ce qui a été reach et ce qui n'a pas été. Pour... exactement. Petite Ouais. nuit. Il se fait un mapping des symboles et du chemin parcouru. Et après il te fait la coloration directement dans le HTML. Right. Combien de temps vous pensez qu'on met pour faire la fin de la partie C++ et qu'on conserve la suite du temps pour Python, Rust, Go? Je pense qu'on peut s'arrêter sur la partie C++. Ok, de toute façon c'est on a un overall harness. fait un tour, comment écrire un harness, qu'est-ce que ça fait, les outputs des outils. Donc grosso modo, si vous voulez faire du fuzzing sur un binaire que vous avez sur un X challenge, vous clonez OncFuzz, vous l'installez, vous créez un dossier de corpus, vous mettez du coup un corpus cohérent si vous savez quel format votre binaire accepte. Le "-s c'est pour lui dire que c'est sur stdin, autrement il faut faire tac 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 underscore file underscore, et là en fait il va lui donner des fichiers en entrée plutôt que lui donner l'input sur stdin. Donc voilà, et ensuite vous mettez votre binaire ici. Et il va se lancer, il va donner du coup des entrées aléatoires à votre binaire. Et du coup, OncFuzz il parallélise bien s'il y a besoin de faire du serveur client avec plusieurs clients pour faire du grosse échelle. Ou sinon juste on prend un serveur bien scalé avec plein de CPU et basta. En fait, le problème que tu vas... Enfin, si ton binaire... Que tu veux dire en serveur client, ça veut dire que tu veux fuzzer un serveur ou que tu veux Non, plutôt tourner... qu'on a un master avec plein de clients qui viennent s'abonner, du pub sub avec les résultats pour juste que les bouts de corpus, que les crashs, tout ça soit mis en commun pour, je sais pas, 10 machines, qu'aurait chacun 100 CPU pour... Ouais, bah ça c'est bien géré. Ouais, OncFuzz il le gère plutôt bien, ouais. Mais AFL, tu vois, ça va pas bien marcher. Si tu veux faire ça, la meilleure solution c'est libAFL, clairement. Ok. Donc là, vous faites un peu de Rust, mais pour le coup, là tu peux vraiment avoir un truc qui scale en 101, clairement. Ok. T'as dit AFL peut pas marcher, mais libAFL peut marcher? Ouais, c'est des trucs différents. Okay. AFL++, c'est en gros, c'est AFL, donc c'est encore du C qui a été amélioré au fur et à mesure. Il y a aussi eu des améliorations, notamment tu as du QEMU mode, des trucs, des papiers de recherche qui ont été rajoutés au fur et à mesure, etc. Donc c'est AFL++, une version améliorée de AFL. libAFL, c'est fait par les mainteneurs de AFL, notamment Dominique, Andrea, etc. Et eux, ils ont fait une librairie pour faire du fuzzing en full Rust. Et donc là, tu codes ton propre fuzzer. Et parmi les exemples, ils en ont fait quelques-uns, et notamment ce dont tu parles, si tu veux faire du fuzzing distribué sur pas mal de serveurs, etc. Là, ça va être plus intéressant. libAFL, c'est ça, je l'ai mis dans le chat. Thanks. Je viens de penser à un truc, vu qu'on discutait du chat et des liens dans le chat, il faudrait tellement j'en prenne le réflexe de balancer les liens dans le chat. Et moi d'ailleurs, il faut que je fasse un petit bot qui chope les liens et les timecodes, comme ça pourrait directement faire une petite cheat de l'enfer. Il y a des trucs à faire, il y a pas mal de work in progress en ce moment. Mais juste tu copies-colles le chat, tu files ça à un LLM, à ChatGPT, il va te le faire. Alors tu te doutes bien qu'il y a déjà un usage intensif des LLM pour le sous-titrage, pour le chapitrage, mais il faut quand même juste prendre le temps de faire le bot qui va choper les timecodes au passage.
Il suffit de... Je suppose que tu peux aussi demander à Copilote de te faire le bot. Je peux aussi demander à Patrick Ventuzello de demander à Copilote de me faire le bot. Ah non, alors moi je écoutez, demande à Nabi écoutez. de faire le bot et Nabi demande à Copilote de faire le bot. Nous c'est dans ce sens-là qu'on fait. Mais on est où ici On est dans insérer le nom d'une grande entreprise. C'est quoi? On fait de quoi? Bon, est-ce que... a priori, on a dit qu'on avait fait le tour sur la partie C++, LibFuzz, OncFuzz. Cool. Ouais. On se dirige vers les écosystèmes un peu plus... juste moins classiques pour du fuzzing. Oui. Carrément. Oui, on peut. Allez. Commencer, on peut faire... Est-ce que vous avez besoin d'une petite pause de quelques minutes avant la suite? Besoin envie. Il nous reste encore 1h20. C'est dommage de faire une pause quand il nous reste 1 heure. S'il y a une petite pause, c'est maintenant. Comme vous voulez. Moi, ça va. Et ben, en ce cas, on peut enchaîner. Ça marche. Ça reste sur ton écran, ça change d'écran. Est-ce que tu veux prendre la main, Patrick? Ouais, si tu veux. Allez. Et bien, restez avec nous, on enchaîne donc sur... Ah, on a dit qu'il fallait pas faire ça, Pardon, bande oui, de barbares. la grenade flash. Et oui, la fameuse. Bam. Ouais. Du coup, on enchaîne sur Python, Aetheris, puis... Enfin, et ou ordre non contractuel. Golang, GoFuzz, Rust. Je sais pas quoi pour ça. Et... On n'a pas fait Java et Jazzer. Un jour peut-être. Rust et Cairo. Commence par lequel? On va faire du Python parce que c'est simple, c'est Allez. cool. Faudra qu'on fasse une MEP un jour avec Java, PHP, Perl. Le JPP. Franchement, il y a des trucs qui sont sortis là il y a pas longtemps. Fuzzing de Ruby par exemple. Il y a Ruther de Trail of Bits, qui est sorti il y a pas longtemps. On l'a couvert en veille techno et c'est comme ça que j'ai appris la découverte de, l'existence de Aetheris, Jazzer, Rusy et d'autres. Ouais. Ils ont fait un beau récap, beau récap. Ouais, donc tu vois, t'as ça. Jazzer, typiquement, sur Jazzer, faut faire attention avec Jazzer et JS. JS qui est plutôt cool en fuzzing de JavaScript, TypeScript. Donc ça marche plutôt bien. Et Jazzer qui est le meilleur faiseur pour faire du faiseur de Java, clairement. Parce qu'avant, on avait des espèces de wrappers sur du AFL avec du J.